Donc aujourd'hui, c'était la 8e journée d'audience dans le cadre de mon arbitrage qui oppose en fait, c'est basé sur les griefs qui contestent les suspensions, les deux suspensions, là, la première de 8 semaines sans salaire et la deuxième de 4 mois sans salaire. Donc le syndicat et moi contestons ces deux suspensions-là et tout ça se déroule devant un arbitre, Maître Rosaire Houd, qui est l'arbitre choisi par les partis. Et là, présentement, aujourd'hui, ça devait terminer mon contre-interrogatoire par l'avocate de l'Université Laval après 5 jours. Et par la suite, l'Université Laval va convoquer d'autres témoins. Et ensuite, ça va être à mon tour et au tour du syndicat de présenter notre preuve. Mais ces interventions-là, c'était fait à titre personnel. Et ça, je l'ai répété maintes fois. C'est des interventions pour lesquelles j'ai été invité. Hein, quand on donne une entrevue, c'est parce qu'on est invité. Et je trouvais pertinent et important de le faire. Donc, quand il y a un élément qui concerne un enjeu de société que je juge important d'amener dans la sphère publique, je n'hésite pas à le faire. Donc, et dans ce cas-ci, en particulier à ce qui a trait à la vaccination COVID chez les enfants, bien, je m'estime être un lanceur d'alerte, parce que mon discours va un peu à l'opposé du narratif, à contre-courant, mais je veux avoir l'opportunité d'être entendu, je veux avoir des réponses à mes questions, à mes préoccupations, parce qu'elles sont importantes. Hein? C'est pas juste moi, il s'agit de l'avenir de nos enfants. Et je pense qu'on leur doit ça, que les décisions soient prises et puissent être contestées et débattues. Et ça pour arriver aux meilleures décisions possibles pour la population en entier, en particulier pour les enfants et les femmes enceintes. Oui, bien ça serait peut-être à eux à leur poser la question, hein, parce que il y a une politique qu'elle a adoptée il y a quelques semaines sur la liberté académique. Et justement, David Rémillard, dans Radio-Canada, a publié un papier mentionnant, il me qualifiant d'éléphant provo. Et effectivement, je suis comme un éléphant dans la pièce. C'est-à-dire, on proclame là, la liberté. L'Université Laval se drape dans la vertu et on proclame qu'elle respecte et encourage la liberté académique. Mais la mienne, quand ça fait moins leur affaire, bien, on dirait que c'est comme deux poids, deux mesures. Donc, il y a lieu de s'interroger là-dessus. Et ça fait partie d'un discours que je qualifierais de contradictoire, où est-ce qu'une institution comme l'Université Laval va lancer autant du chaud que du froid, ou va dire blanc, faire noir, et là, bien, ça sème la confusion dans la population. Ou est-ce qu'il y a des gens qui vont dire, ben oui, ils ont une politique sur la liberté académique, ils doivent la respecter. Alors, ce qu'ils font à Provo, c'est pas relié à ça, c'est lié à un autre enjeu. Alors que nous, moi et le syndicat, notre prétention, c'est justement que ma situation actuellement, c'en est une qui concerne la liberté universitaire, qui devrait prévaloir, d'après moi. Et d'autant plus qu'on a une loi au Québec pour la faire respecter. Et malheureusement, ce que je comprends, c'est que le gouvernement ne veut pas s'immiscer dans un processus au sein d'une université, l'Université Laval qui est une entité privée. Donc, c'est comme si le gouvernement n'avait pas autorité ou pleine action sur une entité privée. Mais il faut quand même mentionner que dans la loi, il y a un article qui permet à la ministre d'intervenir. Et la ministre n'intervient pas. Donc, moi, ma compréhension des choses, c'est que finalement, le gouvernement est bien satisfait du traitement que l'Université Laval me fait subir, et probablement parce qu'ils ont un agenda derrière tout ça. Et les conflits d'intérêts sont omniprésents, puis le domaine scientifique n'y échappe pas. Souvent, il y a une énorme influence. Beaucoup de nos travaux de recherche sont financés directement ou indirectement par l'industrie pharmaceutique en particulier. Donc, évidemment, ça met de la pression. On peut difficilement publier des résultats qui vont être critiques envers les médicaments. Je le sais parce que je l'ai vécu. J'avais une subvention que je n'ai pas été capable de renouveler parce que j'avais publié des résultats négatifs au sujet d'une technologie.
Donc, j'étais incapable de renouveler mon financement, même si ça a été des travaux là, qui ont été réalisés de manière toujours aussi rigoureuse. Et donc, mais parce que si tu veux préserver ton financement en recherche, tu ne peux pas te montrer trop critique envers certains produits ou certaines compagnies. Donc, les scientifiques, ils comprennent le jeu et ils s'y prêtent en étant conscients ou la plupart ne le sont pas conscients qui se prêtent à ce jeu-là de s'auto-censurer ou de se laisser ainsi influencer pour justement... c'est comme s'ils ajustaient ou leur projet de recherche là, de manière à ce que ça plaise aux commanditaires pour justement continuer d'être financés. Hein. Et ça nous amène sur l'enjeu du financement de la recherche, financement des universités, qui, à mon avis, devrait être public et non pas soumis à des intérêts privés et à leur influence. Bien, on a vu ça surtout au cours des 3 dernières années. Hein. Il y a eu vraiment une crise qui nous a emportés et c'est planétaire et les scientifiques sont des citoyens comme nous. Donc, ils ont également été influencés et voulant bien faire et considérant la crise d'ampleur qu'on nous a véhiculée, donc ils ont vraiment entré dans le narratif, ils ont vraiment été convaincus de tout ce qu'on leur disait, et ça a introduit un biais, qu'ils en aient conscience ou non, ça a introduit un biais où est-ce qu'ils considèrent la COVID-19 comme étant extrêmement dangereux, un virus extrêmement dangereux, et donc ils gardent ces prémices-là et puis ils construisent leurs recherches, leurs interventions là-dessus sans jamais les remettre en question. Et c'est là que moi j'entre en jeu puis je leur dis « Hey, écoutez là, si on regarde les chiffres officiels, les données officielles et si on regarde attentivement la crise est peut-être pas aussi grave que ce qu'on nous prétend. Et donc il faut le plus possible essayer d'éviter d'avoir des biais, d'introduire des biais dans nos recherches, dans nos communications. » Bien, énormément. D'ailleurs, le public est là aujourd'hui pour m'appuyer et c'est vraiment beau, vraiment touchant de sentir tout cet appui-là. Le syndicat, c'est une grosse différence et il est derrière moi à 100%. Donc, ils défendent la liberté académique de tous leurs professeurs, donc près de 1300 professeurs du SPUL. Donc, je suis vraiment choyé d'avoir tout cet appui-là qui m'entoure et qui me donne l'énergie de continuer. Donc, le manque de transparence du gouvernement, c'est une des raisons pourquoi je suis ici aujourd'hui. Pourquoi je fais l'objet de sanctions, pourquoi on me traîne devant l'arbitre et finalement qu'on s'acharne sur moi pour essayer de me faire taire. Et c'est justement parce que on réclame, je ne suis pas le seul, là, on réclame de la transparence, on réclame l'accès aux données brutes, aux données traitées, aux données officielles du gouvernement, que le gouvernement préfère cacher. Il préfère ne pas divulguer. Et on l'a vu avec le tableau de bord sur Twitter de Santé Québec, que les données, à un moment donné, en janvier, ils ont cessé de montrer l'efficacité négative des vaccins parce que ça aurait pu biaiser la population alors qu'elle aurait pu en être informée, au contraire. Quand ils ont cessé, je pense que c'est en mai 2022, de compiler les comorbidités. Hein? Donc, on sait aujourd'hui que 95% environ des patients qui meurent de la COVID ou avec COVID, ils ont des comorbidités. Donc, les personnes en santé ont beaucoup moins de chances d'avoir des complications. Et là, en juillet 2022, là, c'est le statut vaccinal des personnes qui étaient infectées, hospitalisées ou décédées de la COVID-19 qui ont décidé de retirer, de ne plus rendre public. Donc, ça fait près d'1 an qu'on n'a pas accès aux données publiques officielles du statut vaccinal des gens qui sont infectés, hospitalisés ou qui décèdent au Québec. Et ça, c'est extrêmement préoccupant parce que si les vaccins étaient sûrs et efficaces, ça aurait été une excellente opportunité pour le gouvernement de nous le démontrer noir sur blanc. Ah, c'est certain. C'est certain que ma situation, elle est publique. Les autres professeurs, les collègues voient le traitement qui m'est réservé. Et c'est certain que la plupart vont s'auto-censurer. Ils ne voudront pas vivre les représailles que je vis actuellement. Mais je les appelle à s'exprimer publiquement sur les enjeux qui les intéressent. On a la liberté universitaire,
On a un statut particulier, les professeurs d'université au Québec et partout dans le monde. On est responsable envers la société qui nous a permis d'atteindre ce niveau-là. Et on doit être là pour défendre le bien commun, la santé et le bien-être de la population. Et c'est dans ce cadre-là que j'interviens. Et quand je suis suspendu puis je ne peux plus le faire, parce que l'Université Laval a décidé qu'elle me retirait ces droits-là, eh bien là, c'est là que je prends le micro du citoyen engagé que je suis pour continuer de défendre la population. Et ça, c'est en moi, c'est moi. Merci. Et tu sais, j'ai quand même... j'ai une rigueur, j'ai une intégrité, je suis honnête, transparent. Et tout ce que je fais, je le fais avec ces valeurs-là. Ce sont les valeurs qui me guident. Maintenant, quand je fais une intervention, moi, je ne suis pas une personne extrovertie de nature. Hein. Pour les gens qui me connaissent bien, là, ils ne me reconnaîtraient pas aujourd'hui, là, après toutes ces années, parce que j'étais un petit garçon très timide et très réservé. Je parlais très peu. Alors, pour moi, c'est vraiment, ça a été vraiment tout un défi de devenir la personne que je suis aujourd'hui. C'est une grosse transformation, là. Et donc, il y a toujours de ces remnants, des restants de ça qui me reviennent. Et puis donc, quand il vient pour une communication au grand public, j'essaie toujours de faire de mon mieux, mais je suis toujours pas parfait. Puis comme professeur, c'est ça qui est le fun en recherche, c'est qu'il y a toujours place à amélioration, que ce soit dans les communications écrites ou orales ou communication au grand public comme actuellement. Bien, le niveau que je veux atteindre n'est jamais satisfait. Je suis jamais satisfait de moi. Je suis très exigeant. Et puis c'est vrai que quand on me reproche certains mots que j'aurais prononcé ou même pas prononcé pendant une entrevue, je trouve ça difficile à prendre parce que moi, je fais de mon mieux, tout simplement. Et puis, je pense qu'on devrait avoir le droit d'être tenu à faire de notre mieux et non pas d'être parfait.